En 1955, Jean Rédélé, concessionnaire Renault à Dieppe, se lance à son compte dans la construction d'une berlinette de sport à base 4 chevaux, puis à base Dauphine. L'Alpine est née. Présent depuis toujours dans les véhicules utilitaires, Renault construit de 1959 à 1980 une camionnette à traction avant et porte-avant coulissante destinée au transport urbain. L'Estafette. Une version entièrement vitrée avec 8 places assises équipera notamment la gendarmerie française. De 1965 à 1977, Alpine continue sa saga. 8000 berlinettes coupées et cabriolets Alpine A110 à moteur R8 Gordini puis R16 TS vont gagner presque tous les rallyes auxquels elles participent, face à Porsche et à Lancia. Grâce à l'exportation tous azimuts et à l'invention du haillon arrière, bien adapté au développement du camping et des supermarchés, Renault multiplie les ventes par 7 et fait plus que doubler sa part de marché mondial. On applique le haillon arrière à la 4L. Cette automobile polyvalente, ville et campagne, devient une voiture mythique. C'est Dreyfus qui a beaucoup poussé la 4L. Il avait donné une définition, c'était le cahier des charges du président à l'époque, c'était, vous savez, c'est l'époque où on commençait à voir arriver les blue jeans, et c'était « je veux une voiture blue jean », c'est-à-dire le truc qu'on peut mettre n'importe quand pour faire n'importe quoi. Bon, voilà. La 4L, c'est une voiture qui est en fait extrêmement moderne dans sa conception. Jusqu'à présent, une voiture familiale, c'était une voiture qui était une voiture en 3 volumes, un toit, un capot à l'avant, un coffre à l'arrière. Là, Renault va faire une synthèse entre la voiture familiale et la voiture utilitaire. C'est-à-dire que cette voiture, elle n'a pas de coffre apparent, c'est-à-dire que le coffre est à l'intérieur de l'habitacle, un peu comme une camionnette. Et Renault a compris qu'il y avait une aspiration à cette époque pour que la voiture soit beaucoup plus un outil. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désacralisation de la voiture dans la 4L. C'est une voiture qui correspond à la France rurale parce qu'on peut mettre des choses dedans, mais aussi à la France urbaine. Parce que la France urbaine, elle a quand même besoin de place parce qu'elle a plus d'enfants, parce qu'elle a plus de loisirs aussi. Elle a besoin de voitures où il y a beaucoup de place. Et là, la 4L va répondre, on dirait aujourd'hui c'est presque une voiture de bobo. C'est une voiture à tout faire. Et ça, c'est un petit peu le pendant de la 2 chevaux. C'est toujours très intéressant de comparer ces deux voitures, 2 cultures automobiles, mais aussi 2 objectifs communs qui sont des voitures à tout faire. La R8 à moteur Gordini s'illustre en compétition. J'ai pu m'amuser énormément au volant de la Renault 8 Gordini, qui était une voiture extraordinaire pour apprendre à piloter, parce que c'est une voiture un tout petit peu difficile. C'est une propulsion, donc quand le moteur est à l'arrière sur des roues pas très larges, la voiture glissait beaucoup de l'arrière, elle était très spectaculaire à voir. Dans la version de la voiture de série, c'était à peu près 175 km/h en vitesse de pointe, mais en 1967, 175 km/h sur des petites routes avec des virages un peu serrés. Quand on arrivait, la largeur des pneus faisait que la voiture décrochait assez facilement. La R5 remporte un grand succès auprès d'une clientèle féminine et urbaine. La Renault 5, c'est la voiture en ville. C'est-à-dire qu'avant, la voiture en ville, eh bien, la ville s'adaptait à la voiture. On construisait des voies sur berge, on construisait des autoroutes. Et puis il arrive un moment où on se dit que la voiture, il faut qu'elle s'adapte à la ville. Et d'une certaine manière, la Renault 5, c'est une réponse à cette contrainte. C'est une voiture qui est compacte. On retrouve évidemment ce fameux haillon arrière cher à Renault. Il y a un gain de place important. Elle est polyvalente, c'est-à-dire qu'elle peut aussi faire de la route, mais surtout, elle est faite pour la ville. Et on le voit par exemple dans une autre innovation, qui sont les pare-chocs. Des larges pare-chocs en plastique. Pourquoi? Parce qu'une voiture en ville, ça prend des coups. Pour la première fois, la voiture n'avait pas de pare-choc. C'était des boucliers. Aujourd'hui, ça c'est rentré dans les mœurs, mais à l'époque,
C'était stupéfiant. Il n'y avait pas de chrome à l'avant, il n'y avait pas de chrome. Bon, il n'y avait pas de poignée de porte. La Renault 5 arrivait à faire cette synthèse d'un véhicule qui plaisait à tout le monde et qui en même temps ne se coupait pas d'une certaine sophistication. Mais encore fallait-il que le lancement accompagne cette volonté délibérée. Renault présente la Renault 5 dans les aventures de Supercar. Mais il y avait un jingle qui était tout à fait spécial. Gwendolini, Gwendolina, nanana. La suspension est d'une grande flexibilité. C'était la première fois qu'on lançait un véhicule sans le représenter dans sa beauté esthétique produit. On jouait avec, on en faisait un personnage. Les accélérations sont énergiques. La consommation très raisonnable. Avec ce seul produit, Renault faisait plus que Citroën, tout modèle confondu, ou Peugeot, tout modèle confondu. Ça donne quand même à réfléchir. J'ai remporté 3 rallyes de championnat du monde avec la Renault 5 Turbo, c'est-à-dire le rallye de Monte-Carlo 1981, le Tour de Corse 82 et le Tour de Corse 85. Et 85, c'est la version la plus évoluée de la 5 Turbo. La version maxi, c'est 350-360 chevaux pour un poids de 900 kg. Et on arrive à faire pas mal de choses avec. La R5 se vendra à 5,6 millions d'exemplaires, de 1972 à 1985. Si la Peugeot 104 essaiera en vain de la concurrencer, la Fiat 127, elle, lui donnera du fil à retordre. De 1975 à 1984, Bernard Vernier-Paliès puis Bernard Anon commencent à robotiser Flins et la toute nouvelle usine de Douai. Il y a eu une grande période de robotisation chez Renault, dont malheureusement, je dois dire, elle était due essentiellement au fait que la hiérarchie de Renault avait peur de ses ouvriers, qui étaient tout le temps en grève, je caricature un peu, mais le truc qui faisait qu'on ne pouvait pas travailler, c'était les ouvriers. Donc chaque fois qu'on mettait un robot à la place d'un ouvrier, on avait résolu un problème social. On s'est aperçu après que ce n'était malheureusement pas forcément tout à fait aussi simple. Alors, en même temps, le robot a ses avantages au sens pénibilité du travail, par exemple. Il y avait des postes très difficiles. Par exemple, le travail à la fosse. Toute la journée, les personnes qui travaillent les bras en l'air. Ça, déjà une chose. La pose de batterie, le plus pénible que j'ai fait, c'est les bras de roue. On prend le bras de roue qui pèse entre 10 et 15 kilos. On prend le bras de roue, on vient vers la voiture pendant la chaîne qui marche. Pour le caler, on met le pied comme ça. Il le mettrait le bras de roue et après, il faut le serrer. Alors, il faut voir tous ces gestes-là toute la journée. Vous verrez ce que c'est à la fin de la journée. On est plié en deux. Cela dit, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus mesuré dans l'utilisation systématique du robot. Par exemple, ça reste aussi très lié aux coûts salariaux par ailleurs. La Dacia est extrêmement peu robotisée et c'est réputé être la voiture la moins chère du monde quasiment, quoi. Donc, La gamme s'étoffe, avec entre autres un modèle révolutionnaire, l'Espace. Curieusement, cette voiture qui est dans les gènes de Renault n'a pas du tout été inventée par Renault. Elle a été inventée par Matra, qui a eu un peu la même intuition qu'à la même époque avec Chrysler de l'autre côté de l'Atlantique avec le Voyager. Matra, tout fier de cette invention, va la proposer à Peugeot Citroën, qui ne va pas en vouloir pour des raisons de moyens, parce qu'à l'époque l'entreprise n'est pas au milieu de sa forme, mais aussi parce que c'est pas trop dans la conception qu'a Jacques Calvet de l'automobile. Et Renault, qui cherchait un petit peu à innover sur le haut de gamme,
va sauter sur l'occasion et va dire banco à Matra. L'espace, c'est aussi un défi. Quand on a fait la présentation de l'espace au château de Chambord, je me souviens, j'étais avec des journalistes allemands et on a déjeuné dans l'espace. Les sièges se retournaient, etc. Il y avait une table au milieu, etc. Donc on vivait dans la voiture. Bon. Et toute notre philosophie, c'était de faciliter la vie de l'utilisateur. Renault, à cette époque-là, théorisait énormément sur le succès de l'espace. C'est parce qu'aujourd'hui, dans la société, il y a une espèce de fusion entre l'automobile et la maison. Donc il brodait beaucoup là-dessus. Dopé par le succès de la berlinette, Renault se lance dans la fabrication en série d'une grosse Alpine, plus cossue et plus confortable, afin de rivaliser avec la Porsche 911. C'est l'Alpine A310. Mais si elle équipera bien une brigade rapide d'intervention de la gendarmerie, elle sera une déception commerciale. Renault se lance en Formule 1 avec une monoplace à moteur turbo. Le principe du turbo a été inventé par Louis Renault dès 1902. Ce dispositif, qui accroît la puissance et les accélérations, aura donc mis plus de 70 ans pour être utilisé en compétition. Les débuts sont difficiles en Grand Prix. En 1977, au Grand Prix de Silverstone en Angleterre, la Formule 1 jaune termine la course prématurément dans un nuage de fumée. Les Anglais affubleront les Renault du surnom de Yellow Teapot, la théière jaune. J'étais patron de la Belgique à l'époque et j'avais un Grand Prix de Formule 1 à Zolder et j'avais invité tout le réseau à venir. Et donc tous les types étaient là, une tribune réservée à Renault, ils avaient tous des bobs Renault, etc. Les voitures sont parties, on a entendu le ronflement de la fin du premier tour, quand les voitures, tous les gars se sont levés, etc. Il n'y avait déjà plus de Renault. Mais en 1978, les Renault marquent leur premier point. Et en 1979, Jean-Pierre Jaboué gagne le Grand Prix de France à Dijon. Avec René Arnoux et Alain Prost, Renault accumule ensuite les victoires en Formule 1, ce qui renforce encore la fierté du personnel et son attachement à l'entreprise. Les concessionnaires ou les succursales avaient plus de clients et vendaient plus de voitures un lundi lorsque Renault avait gagné en Formule 1 le dimanche. La Formule 1, c'est un sport mondial. Et donc, si vous gagnez en Formule 1, c'est bon à la fois pour votre notoriété dans le monde entier et c'est aussi bon pour la motivation interne. Depuis les débuts de la Ve République, les différents présidents avaient tous choisi des concurrentes des modèles Renault comme voiture officielle. En 1981, Mitterrand renoue avec la régie Renault et fait notamment carrosser en limousine présidentielle une R25. Quand nous sommes arrivés à l'Élysée, j'ai dit à François Mitterrand, écoutez, la régie Renault nous a aidés pendant tout le temps de notre campagne. Il serait quand même dommageable de ne pas les remercier quand on est à l'Élysée. Il m'a dit, vous avez raison, occupez-vous de ça. Donc nous avons acheté des véhicules, continuellement nous avons acheté des Renault. Et quand il a fallu changer le parc de l'Élysée, parce que tout était en Citroën et puis les véhicules se vieillissaient, j'ai dit au chef du garage, j'ai dit, t'es gentil, mais le président ne prendra que des Renault à partir de maintenant. C'est la régie Renault, c'est public, donc on reste chez Renault. Il se fait même photographier dans la cour de l'Élysée, au volant d'une R5. Pour concurrencer la Golf de Volkswagen, Renault sort à la fin des années 70 la Renault 14. Mais desservie par une publicité malencontreuse qui assimile sa forme à celle d'une poire, elle est boudée par le réseau de vente. C'est un échec. En 1980, avec 40% du marché français, 13,5% du marché européen et 2 millions de véhicules vendus, la marque aux losanges occupe le premier rang en Europe. Renault semble être au top de sa forme. En revanche, la direction de Renault néglige la qualité et la gestion et s'aventure à prendre des participations mal maîtrisées dans de nombreux domaines extérieurs à l'automobile. Elle gonfle exagérément les effectifs et perd le contact avec les cadres. À un moment donné, si vous voulez, Renault était la plus grande ambulance de France et de Navarre. C'est-à-dire chaque fois qu'une usine ou qu'une filiale, qui n'était pas à nous, allait mal, il fallait que Renault prenne. Donc on avait un groupe, à un moment donné, on faisait tout.
de tout, hein, presque même de la moutarde. Hein. Donc ça ne pouvait pas durer. Donc c'est vrai qu'on recevait de l'argent de l'État, puisque l'État était l'actionnaire principal de Renault, mais d'un autre côté, on faisait un travail qui n'était pas le nôtre. Et je ne sais pas si on le faisait bien d'ailleurs, parce que la vocation de Renault, ce n'était pas d'être ambulancier. Au bord de la faillite, l'entreprise est sauvée par un homme de caractère et de rigueur, Georges Besse.